Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Ouverture ce lundi de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, une rentrée parlementaire qui a connu la présence des présidents des parlements africains. Visite du vice-premier ministre vénézuélien au Bénin. Il était ce lundi dans les locaux du ministère des Affaires étrangères où des accords ont été signés. Et puis les présidents français et portugais Emmanuel Macron et Marcelo Rebelo de Sousa ont rendu hommage lundi aux milliers de soldats portugais morts il y a 100 ans lors de la Première Guerre mondiale et de la sanglante bataille de la Lys. Bienvenue dans ce journal. Ouverture ce lundi de la première session ordinaire 2018 à l'Assemblée nationale. Les députés de la 7e législature ont répondu à l'appel de leur président, Maître Adrien Mbedji, qui, à l'occasion de son discours inaugural, n'a pas manqué de relever la tension sociale dans laquelle vit le Bénin depuis quelque temps et qui doit être résolue. 3 délégations étrangères conduites par les présidents de leur Assemblée nationale ont assisté à la cérémonie d'ouverture. On écoute quelques propos du discours de Maître Adrien Mbedji. Notre session, la première de l'année 2018, est une session capitale à un an des prochaines élections législatives. Ouverte pour se pencher essentiellement sur les dossiers qui engagent l'avenir de notre démocratie, tels que la réforme du système partisan, le code électoral, la représentation des femmes au Parlement, le code pénal et quelques autres qui nécessitent sérénité et clairvoyance. Voici que nous devrons siéger dans un climat de tension et de contestation politique virulente. Dans un tel contexte, l'Assemblée nationale, dont on ne dira jamais assez quel est le point de convergence de toutes les contradictions de la société béninoise, pourrait être elle-même entraînée dans des postures nuisibles à la crédibilité et à la stabilité des institutions. Mais c'est ma conviction, chers collègues, que vous ne tomberez pas dans ce travers, car président à nos travaux depuis maintenant 3 ans, j'ai pu mesurer vos qualités de pondération, votre sens des responsabilités, votre sens de l'intérêt général. Élu 1 an avant le président de la République, Patrice Talon, mais légiférant pendant sa mandature, vous l'avez généralement accompagné dans sa politique de réforme. Vous l'avez fait et vous le ferez au nom de l'intérêt du Bénin. Vous avez travaillé au rythme des réformes proposées par le gouvernement, rejetant certaines de ces réformes, la plus importante en particulier, approuvant certaines autres, amendant la plupart dans la plus pure tradition parlementaire. Je voudrais nous inviter à la sagesse. La Constitution est la clé de voûte, la loi fondamentale de notre pays. Nul n'est au-dessus d'elle. Le juge constitutionnel est chargé de veiller à son respect. Certes, nous découvrons qu'à l'occasion de son office, il peut même écarter une loi, tenir en échec le règlement intérieur, se substituer à la Constitution elle-même en l'interprétant. Ces décisions sont sans recours car le juge constitutionnel est infaillible dans son interprétation. Nous ne le savions pas. Et il n'est pas sans intérêt pour aujourd'hui et pour demain que le juge nous le rappelle. Je nous exhorte donc à nous exécuter sans débat. La guerre des institutions n'aura pas lieu ici.
Suivez à présent les impressions de quelques députés à la fin de la cérémonie d'ouverture. Je voudrais, à travers le discours du président, reconnaître que le président a fait une critique de la décision de la Cour constitutionnelle par rapport à quelques décisions. Et en bon démocrate, je crois que cette critique, pour moi, à ce niveau-là, est mal placée. Et puisqu'on se doit de respecter la décision de la Cour constitutionnelle et profiter de la tribune de l'Assemblée nationale pour critiquer cette décision et me paraît un peu inacceptable parce que la décision de la Cour constitutionnelle est inattaquable. Je pense qu'une fois encore, Ngouegui a joué son rôle. Parce que là, on dirait qu'il a ramené complètement la balle à terre. Il a promis que la guerre des institutions n'aura pas lieu. J'ai suivi avec attention cette déclaration. Et vous savez, dans la programmation des dossiers à l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale, la voix du président de l'Assemblée nationale, elle est prépondérante. Et c'est ça qui justifie le fait qu'aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale nous dit qu'à partir de jeudi prochain, les séries de questions adressées au gouvernement qui depuis très fort longtemps dorment dans nos tiroirs, qui vont essayer donc de les mettre à jour. Ceci, ça permettra aux Béninois d'être informés. Ça donnera aussi des occasions au gouvernement d'expliquer à leurs concitoyens l'évolution des dossiers. Je pense que j'ai une appréciation à deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord l'appréciation des présidents des pays frères qui sont venus du Niger, du Burkina Faso et du Togo. J'ai aimé le fond et aussi la forme de leur discours, dans ce sens qu'ils ont décrit un peu l'image que le monde entier ou la sous-région garde de notre pays, un pays précurseur de démocratie, un pays, je dirais, fondateur de démocratie dans la sous-région. Donc c'est quand même une image assez bonne de notre pays. Et vous allez aussi remarquer que ces présidents de parlement des pays de la sous-région sont revenus tous d'une manière ou d'une autre sur la conférence nationale de février 90. C'était un événement majeur qui, d'une manière ou d'une autre, repositionne notre pays. Donc pour moi, à ce niveau, j'ai été très content et je pense que c'est bon pour notre pays. En ce qui concerne le discours, le deuxième niveau, c'est-à-dire le discours du président de l'Assemblée nationale du Bénin, je crois que le président, d'une manière ou d'une autre, a décrit aussi effectivement ce dans quoi nous sommes. Nous sommes déjà dans la crise des institutions. C'est une expression que j'ai gardée de l'intervention du président de l'Assemblée nationale du Bénin. Parce que lorsque l'Assemblée nationale viole une décision de la Cour constitutionnelle et profite en même temps pour violer notre constitution, je crois que nous sommes en plein dans la crise. Et vous allez constater, je l'ai dit tout à l'heure à certains de vos confrères, que le président de la Cour constitutionnelle, par exemple, n'était pas là. Pour moi, et c'est quand même assez évocateur. Il a été marqué par la formule imagée de la jarre trouée qu'a étudié le président de Burkina Faso, qu'il a transposé à l'échelle continentale pour dire que la jarre trouée de Guézo devait pouvoir nous inspirer, être transposée à l'échelle donc, et que toute la sous-région, que ce soit l'UEMOA et la CEDEAO, devait pouvoir s'en inspirer pour coudre l'Afrique, pour souder l'Afrique, pour unifier l'Afrique. C'est formidable, ça a été les mots marquants de son discours, qui a été un discours intéressant. Et quant au président Ngouegui, il a, comme d'habitude, comme ça, son d'habitude, avec un style qui lui est propre, délivré un message profond, poignant, un discours très équilibré, que je trouve équilibré. Et chacun s'y retrouve, que ce soit ceux de la mouvance que de l'opposition, chacun s'y retrouve. Ce n'est plus un secret pour les Béninois que le port autonome de Cotonou est désormais géré par un mandataire. Le gouvernement du Bénin a signé avec les responsables du port d'Anvers le contrat de gestion de la plateforme portuaire du Bénin pour une période de 10 ans. Conformément à ce contrat, le Belge Christian Lebloc a pris en main la direction du port autonome de Cotonou ce mercredi 4 avril 2018. Que pensent alors les Béninois de cette situation?
Fréjus Serroin et Fréjus Fiancé ont recueilli leur avis. Je vous prie de les suivre. C'est une nouvelle expérience de confier le port de Cotonou à d'autres partenaires pour voir dans quelle mesure on va comparer les performances. Vous n'êtes pas sans savoir que dans un passé récent, ce ne sont que des Béninois qui étaient à la tête du port autonome de Cotonou que nous considérons comme le poumon de l'économie béninoise. Donc chaque régime vient avec ses idées, ses politiques. Donc je voudrais prier les Béninois de donner un peu de temps pour pouvoir apprécier cette gestion déléguée faite du port autonome de Cotonou. Le port était directement dirigé par l'État béninois par la nomination directe des responsables. Depuis sa création, disons jusqu'à ce qu'on confie à des étrangers, quel est le résultat que nous avons? Oui, le port est le poumon de l'économie, mais le port peut contribuer davantage à l'élévation de l'économie, ce que ces 15 dernières années-là, on n'a pas. Confier le port à des étrangers, ce n'est pas mauvais en soi. Les orientations qu'on veut faire, tout ça là reste dans le giron de l'État. Maintenant, les étrangers, qui sont-ils? C'est des gens qui ont, à ce que nous avons appris et par rapport aux petites recherches, c'est des gens qui sont experts dans ce domaine-là. Donc, leur faire appel pour que le port puisse recouvrer sa pleine plénitude, c'est une bonne chose, à mon avis, des citoyens. Et quand on dit contrat, il y a des termes qu'il faut respecter. La vigilance est de suivre rigoureusement le respect de ce contrat-là, pour que demain, on ne dise pas les étrangers sont venus piller davantage nos ressources. Mais comme il y a un contrat, tout le monde peut vérifier le contrat, tout le monde peut suivre pas à pas les thèmes de ce contrat-là pour que le résultat attendu en confiant ce poumon de l'économie nationale à des étrangers pour que ce résultat-là soit atteint. Le port de Cotonou a une particularité, c'est un port qui a une histoire. Il a été conçu sur financement français. Ensuite, il y a eu les différents développements au fil des ans que nous avons conduits. Et nous sommes aujourd'hui héritiers d'un patrimoine que des Béninois, à travers la sueur de leur front, ont remboursé d'une manière ou d'une autre. Alors, lorsque d'un côté, le président de la République demande les reliques culturelles du Bénin, et que de l'autre, il confie la gestion du premier poumon économique de la nation à une entreprise étrangère, non pour assister les Béninois dans la gestion de leur patrimoine, mais pour gérer le patrimoine des Béninois, ça pose un problème d'abord d'éthique, mais ensuite de morale. J'ai suivi avec beaucoup d'attention le PR dans sa discussion avec les acteurs portuaires. Il a dit qu'il avait le droit de faire tout ce qu'il voulait. Ça, c'est vrai, parce qu'il a été mandaté pour. Je pense fondamentalement que c'est une copie à réarranger. Il faut arranger cette copie-là parce qu'elle ne procède pas de la nature même du Béninois. Le Béninois est assez attaché à ce qu'il y a à lui, assez amoureux de lui-même pour se retrouver dans une situation aussi complexe que celle qui est la nôtre aujourd'hui. Le vice-premier ministre vénézuélien est à Cotonou depuis hier pour une visite de travail. Dans l'après-midi de ce lundi, il était dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. Ensemble avec le ministre Aurélien Agbenochi, les deux diplomates ont procédé à la signature de deux accords. Le premier pour la suppression des visas entre les deux pays et le second pour la lutte contre la drogue. Une coopération bilatérale qui vise le renforcement des relations de la diplomatie béninoise et vénézuélienne. Suivez un extrait des propos des deux personnalités au micro de Antoinette Sagbo et Fréjus Fiancé. Depuis des années, nous avons gardé des relations de bon voisinage, des pays frères et nos relations sont toujours restées solides. Nous avons collaboré et coopéré dans divers domaines et surtout dans le domaine bilatéral. Nous avons fait beaucoup de choses, surtout du côté éducation. La firma que estamos haciendo hoy son pasos muy importantes. Je pense que les
signature que nous venons de poser maintenant est très important pour pouvoir donner un saut très important dans nos relations. Vous le savez, nous aurons bientôt les élections présidentielles au Venezuela. Nous avons l'espoir que d'ici là, le président Maduro sera encore réélu et nous pourrons encore approfondir davantage nos relations et nos coopérations. Y que después de esas elecciones podamos avanzar a una comisión mixta bilateral. Vous avez eu raison, Monsieur le ministre, de souligner que les relations entre nos deux pays sont des relations vieilles, sont des relations qui sont allées au cours des années en se consolidant au point où vous avez décidé d'ouvrir au Bénin votre ambassade pour couvrir les autres pays de la sous-région avec lesquels vous avez des relations de coopération. Et il me souvient effectivement que feu votre président Hugo Chavez s'était rendu ici à Cotonou pour l'inauguration de cette ambassade. Et en se consolidant, ces relations de coopération donnaient lieu à la conclusion de plusieurs conventions et d'accords. Et aujourd'hui, nous venons de signer 2 accords. Nous en signerons certainement en fin de journée un 3e. Le premier accord que nous avons signé, c'est celui de la suppression des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques, de passeports de service. Donc entre nos deux pays, cette libre circulation se fera à ce niveau-là. Et dans l'autre domaine, nous avons signé aussi un accord en matière de prévention de la consommation, de répression du trafic illicite des stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs chimiques, ainsi que des délits qui y sont liés. Tout ceci pour montrer que nos deux gouvernements sont très soucieux de la sécurité de nos peuples. Hors du Bénin en France, Emmanuel Macron et son homologue portugais Marcelo Rebelo de Sousa commémorent la sanglante bataille de Lys au cimetière militaire de Richebourg. Il y a 100 ans, des milliers de soldats portugais sont morts lors de ce Verdun portugais. Les deux dirigeants ont lancé à cette occasion des plaidoyers en faveur d'une Europe unie et solidaire. On écoute le président français François Emmanuel Macron. Ce sont au total 7000 soldats portugais qui ont été tués, blessés ou faits prisonniers en cette seule journée noire, la plus meurtrière de la Grande Guerre pour votre peuple. Cela fait de cette bataille de la Lys l'équivalent pour les Portugais de la bataille de Verdun pour les Français. Et ceux qui pensent aujourd'hui qu'on pourrait faire bégayer notre histoire en recréant au sein de notre Europe les tensions, le nationalisme, le drame, ont une bien triste mémoire de ce sang qui a coulé. Cerise au Royaume-Uni où le prince Harry va se marier le 19 mai prochain a mis en vente une bière spécialement brassée à l'occasion du mariage royal. Reportage. Dans cette petite brasserie située à 2 pas du château de Windsor se prépare une cuvée de bière un peu spéciale. Son nom, la Harry et Meghan se marient. Une façon très britannique de célébrer l'union royale et pour l'occasion ce producteur a mis au point une recette un peu particulière. Ce sera une bière de type pale ale assez traditionnelle, faite avec de l'orge qui a poussé sur les terres de la famille royale. Et nous combinons cela avec du houblon qui vient de la côte ouest des États-Unis. Nous aimions bien l'idée de marier ici l'orge de Windsor et le houblon américain. Tradition oblige, c'est tracté par des chevaux que les premiers tonneaux sont amenés dans les pubs de la ville. Bon nombre d'établissements locaux espèrent ainsi surfer sur la popularité de l'événement. Les pubs anglais et gallois ont obtenu la permission de rester ouverts 2 heures supplémentaires lors des festivités. Près de 100 000 personnes sont attendues à Windsor le jour des noces. Le jour du mariage, ça va être incroyable et je suis sûre qu'on va en vendre beaucoup. Environ 10 000 bouteilles de la cuvée Harry et Meghan sont mises en vente à Windsor et à Londres. Reste à savoir si cette recette offre un mariage réussi. Je préfère les bières un peu plus sombres, avec un goût de caramel. Mais celle-ci est agréable. Elle est assez légère, on sent bien le goût, elle n'est pas trop lourde, c'est très bon. Une bière qui, contrairement au mariage, est à consommer avec modération. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.